Tchad, le gouvernement dément une nouvelle attaque. Celle-ci aurait été perpétrée dans l'extrême nord-est du pays par les rebelles. Double attaque dans le nord du Burkina Faso cette semaine. Elle ciblait les forces de l'ordre. Puis l'Espagne renvoie des migrants clandestins vers le Maroc, une expulsion critiquée par des défenseurs des droits humains. Nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement tchadien nie avoir subi une nouvelle attaque des rebelles le 21 août dernier. L'attaque aurait eu lieu, à en croire les rebelles, dans la région de Kouri-Bougri, à l'extrême nord-est du pays. Voici le reportage. Un communiqué de la rébellion affirmait quelques jours plus tôt que la région de Kouri-Bougri, à l'extrême nord-est du Tchad, a été la cible d'une nouvelle attaque le 21 août dernier. Une déclaration réfutée par les autorités du pays au lendemain de la diffusion du dit communiqué. Le groupe rebelle du Conseil du commandement militaire pour le salut de la République, CCMSR, créé en Libye en 2016, a par ailleurs affirmé que les militaires tchadiens ont pris la fuite. Le groupe de rebelles tchadiens affirme qu'il possède des documents et des armes saisies lors d'une attaque contre la localité de Tarbou le 21 août et appartenant aux soldats tchadiens. Les rebelles assurent également qu'ils s'apprêtent à frayer un chemin vers les deux villes de Wour et de Fada à l'intérieur du pays. Leur but est de prendre possession de toute la région du nord. L'armée tchadienne, quant à elle, s'est déployée dans le nord-est du pays et serait prête à poursuivre les rebelles à l'intérieur du territoire libyen. Déjà le 11 août dernier, le groupe rebelle avait revendiqué l'attaque de Kouri-Bougoudi, située dans la région désertique du Tibesti qui attire des orpailleurs de différentes régions du Tchad en raison de ses ressources aurifères. L'armée tchadienne a lancé le 16 août une intervention aérienne et terrestre pour nettoyer les localités aurifères de Kouri-Bougdi et de Miski après un ultimatum de 24 heures aux populations locales sommées de quitter les lieux. Des hommes armés ont tué jeudi 6 militaires lors d'une attaque contre un checkpoint et un bâtiment attenant dans la localité de Zliten en Libye. Ces violences illustrent l'insécurité persistante dans ce pays miné par les luttes au pouvoir. Les images. Armés d'armes légères et de grenades ont mené l'attaque. L'un a été abattu et les deux autres ont réussi à prendre la fuite, a précisé le maire de Zinten, une localité située dans une région où le groupe djihadiste État islamique est actif. Elle a visé la force des opérations spéciales du ministère de l'Intérieur au barrage de la sécurité de Wadikam à Zinten, à 170 km à l'est de la capitale libyenne Tripoli. Et selon un nouveau bilan communiqué par une source du ministère de l'Intérieur relevant du gouvernement d'union nationale, 6 militaires ont péri après que 2 blessés aient succombé. Aucun civil n'a été touché dans l'attaque, a-t-elle ajouté sous le couvert de l'anonymat. Les forces de sécurité ont ensuite procédé au ratissage de la zone pour vérifier qu'il n'y avait plus de menaces terroristes. Dans le bâtiment mitoyen au checkpoint où les militaires ont leur salle de repos, des impacts de balles et des traces de sang sont visibles. Près du barrage, une voiture a été complètement détruite par le feu, probablement lors des échanges de tirs. Selon des chaînes de télévision libyennes, c'est à l'intérieur de ce bâtiment que la plupart des militaires ont été tués. Les autorités n'ont pas confirmé cette information. 7 ans après la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye reste à la dérive avec 2 camps qui se disputent le pouvoir. Le JNA Tripoli, reconnu par la communauté internationale, et un cabinet parallèle dans l'est du pays, soutenu par le puissant maréchal Khalifa Haftar. Insécurité toujours, mais cette fois-ci au Burkina Faso, les forces de l'ordre ont été attaquées sur un axe routier par des individus armés alors qu'elles revenaient d'une mission dans la nuit de mercredi à jeudi. Toujours dans la même soirée, une autre attaque a eu lieu contre le commissariat de district de Soli. Les détails dans cet élément.
Double attaque contre les forces de police burkinabé cette semaine. La première survenue dans la région du Nord, à côté de la vie à un policier. Les forces de l'ordre ont été attaquées sur un axe routier par des individus armés alors qu'elles revenaient d'une mission de sécurisation sur l'axe Solé-Titao à environ 3 km de la borne frontalière entre le Burkina Faso et le Mali. En fin de soirée, les assaillants qui étaient cachés dans les buissons ont ouvert le feu sur les policiers à moto, tuant l'un d'entre eux malgré la riposte des forces de sécurité. Une patrouille de la région s'est rendue sur place quelques heures plus tard alors que les fouilles se poursuivaient sur le site de l'assaut. Un groupe d'hommes armés s'attaquait au commissariat de police du district de Solé. La riposte des forces de sécurité a poussé les assaillants à prendre la fuite. Selon une source sécuritaire, l'objectif affiché était d'incendier le commissariat. Pendant qu'un groupe était aux prises avec les forces de sécurité, une autre partie des assaillants tentait de mettre le feu au bâtiment. Après des tirs nourris et face à la riposte des policiers, les agresseurs ont disparu dans la nature après avoir mis le feu à un hangar. Les enquêtes en cours permettront de savoir si ces deux attaques sont l'œuvre d'un seul et même groupe. C'est la deuxième fois que le commissariat de district de Solé est attaqué. En octobre 2017, des individus armés avaient provoqué des dégâts matériels et l'incendie du domicile du commissaire. Page politique à présent, les autorités bissau-guinéennes ont officiellement lancé ce jeudi un recensement électoral en prévision des scrutins législatifs et présidentiels prévus en 2018 et 2019. Mais elles n'ont pu enregistrer aucun électeur, le matériel électronique prévu à cet effet n'ayant pas été livré à temps par le Nigeria et le Timor oriental. Les précisions. Encore reçu les kits qui doivent venir du Nigeria à cause d'un problème logistique. Mais dans quelques jours, tout rentrera dans l'ordre. Le recensement pourra effectivement démarrer, a assuré le Premier ministre Aristide Gomez sans préciser de date. Outre le Nigeria, le Timor occidental et le Cap-Vert doivent également fournir à la Guinée-Bissau des kits qui permettent d'enregistrer et de photographier les électeurs et d'imprimer leurs cartes, le tout en 3 minutes selon les autorités. Cette opération, annoncée le 23 juillet, devait en principe durer 30 jours. Nous vous rassurons que l'opération de recensement va démarrer dès que le matériel arrivera. Je n'ai aucun doute que les législatives auront lieu comme prévu le 18 novembre 2018, a ajouté le chef du gouvernement en remerciant l'Union européenne qui a annoncé une contribution pour l'organisation des élections de 2,5 millions d'euros. Quelques 920 000 documents servant de recensement livrés par l'Afrique du Sud sont toutefois arrivés mercredi dans la capitale de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest et mis à la disposition du bureau technique d'appui au processus électoral chargé de piloter le recensement selon le gouvernement. Les élections législatives du 18 novembre doivent permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingo Simões Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, au pouvoir, auquel Vaz appartenait également. Selon le ministère de l'administration territoriale, le recensement vise à inscrire 400 000 nouveaux électeurs qui doivent s'ajouter aux 593 000 figurants sur les listes depuis 2013 pour aboutir à près d'1 million d'électeurs sur une population d'environ 1 700 000 d'habitants. Les députés et sénateurs de Guinée équatoriale sont interdits depuis fin juillet de voyager à l'étranger sans autorisation du vice-président Théodorine Nguema Obiang. L'information a été confirmée par une note de la présidence obtenue jeudi. Les raisons assurent dans cet élément. National, les parlementaires équato-guinéens doivent soumettre leur demande de déplacement à l'étranger au président de l'Assemblée nationale et du Sénat avec l'accord du vice-président de la République, indique la note datée du 27 juillet. L'information a été confirmée par des parlementaires à Malabo. En juin, une décision similaire avait frappé les fonctionnaires de Guinée. Selon des sources concordantes, ces mesures font suite à la présumée tentative de coup d'État en janvier que Malabo a affirmé avoir déjoué. Certains commanditaires accusés par le pouvoir de cette tentative étaient des fonctionnaires qui avaient voyagé en Europe fin 2017. L'ex-ambassadeur de Guinée équatoriale au Tchad, Enrique Anguessomo, ainsi que d'autres fonctionnaires ont été arrêtés début 2018 et sont depuis
depuis détenus sans procès à ce jour. Plusieurs ressortissants étrangers ont également été accusés d'avoir fomenté le coup, dont plusieurs Français. Théodorine Nguema Obiang, fils du président Théodoro Obiang Nguema, a fêté en grande pompe son 49e anniversaire à Malabo fin juin. Il est vice-président de son pays, un petit État pétrolier depuis 2016. Celui qui pourrait succéder à son père à la tête de la Guinée a été condamné par la justice française fin 2017 à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'amendes pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Pour Malabo, ce procès ne visait qu'à déstabiliser les institutions du pays. L'opposant malien Soumaïla Cissé, officiellement battu à la présidentielle, a affirmé jeudi ne pas reconnaître la réélection du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier a de son côté demandé à son principal opposant d'arrêter de se bercer d'illusions 2 semaines après le scrutin. Reportage. Catégoriquement et sans équivoque les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Samedi prochain, le 25 août, debout et fiers de notre citoyenneté, marchons toutes et tous ensemble afin que notre démocratie se restaure et se renforce. Je ne reconnais pas élu le président déclaré par la Cour constitutionnelle, a ajouté sans surprise Soumaïla Cissé lors d'une conférence de presse dans un hôtel de la capitale pour sa première sortie publique depuis l'annonce des résultats définitifs lundi. Ibrahim Boubacar Keïta, qui a reçu les félicitations de nombreux dirigeants étrangers depuis l'annonce de sa réélection, avait dit tendre la main à son jeune frère de l'opposition, car le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Il serait convenable et souhaitable qu'ici et maintenant on prenne la main que j'ai tendue à mon jeune frère Soumaïla Cissé pour qu'il gère le réel et non des illusions, a-t-il déclaré jeudi depuis Nouakchott, où il a effectué un bref déplacement, le premier depuis l'annonce de sa réélection. Une main tendue qui n'est pas près d'être acceptée. Il est aujourd'hui nécessaire que tous les acteurs de ce processus électoral, de la majorité comme de l'opposition, ainsi que les partenaires du Mali, aient une lecture sincère et lucide de la situation créée, car il va bien au-delà d'une simple reconnaissance de la victoire ou de la défaite d'un candidat. Pour son deuxième mandat de 5 ans qui démarrera le 4 septembre, Ibrahim Boubacar Keïta aura la lourde charge de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg. Puis l'Espagne a renvoyé ce jeudi 116 migrants vers le Maroc. Ces derniers sont entrés clandestinement ce mercredi dans l'enclave espagnole de Ceuta lors d'une expulsion collective, aussitôt critiquée par des défenseurs des droits humains. Reportage. 116 migrants entrés clandestinement mercredi en Espagne au cours d'une expulsion collective ont été renvoyés vers le Maroc. Selon la préfecture de Ceuta, l'opération se base sur la réactivation d'un accord bilatéral conclu il y a 26 ans par l'Espagne et le Maroc. Elle évoque donc un procédé administratif de remise au cas par cas qui comprend une identification dans des locaux de la police des migrants informés de leurs droits avec l'assistance juridique nécessaire. Du côté des défenseurs de droits de l'homme, on dénonce une énorme violation des droits humains par le gouvernement espagnol. En octobre 2017, la Cour européenne des droits de l'homme avait déjà condamné l'Espagne pour avoir envoyé immédiatement et collectivement vers le Maroc, et ce sans aucune décision administrative ou judiciaire, des migrants arrivés dans l'enclave espagnole de Melilla. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, Ceuta et Melilla présentent les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec l'Afrique. Depuis le début de l'année, quelques 3100 migrants y sont entrés. On estime à plus de 25 000 le nombre de migrants arrivés par la mer en Espagne en 2018, faisant de ce pays la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe, devant l'Italie et la Grèce. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir et à bientôt.